Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un grand entretien avec un homme formidable dont la ténacité n'a d'égal que le courage. Dans le Sud Kivu, il répare et soigne des femmes violentées, agressées sexuellement depuis une vingtaine d'années. C'est le professeur Denis Mukwege, un homme considéré comme un dieu vivant dans son pays. En conférence aujourd'hui à Erasme, il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Mais avant cela, direction le Kivu pour connaître son action. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing them. Je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. The legendary Dr. Denis Mukwege, he's a two-time Nobel Peace Prize nominee and one of the bravest people I have ever known. Faites vite! But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Nous sommes devenus la capitale mondiale de viol à cause de cette guerre. Il y a des femmes que j'opérais pour la deuxième, voire même la troisième fois. Les femmes avaient besoin de justice. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Chaque femme est violée. Je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Bonjour à vous et merci d'avoir accepté cet entretien, professeur Denis Mukwege. Quelques minutes avant une grande conférence ici à Erasme, on vous connaît beaucoup, vous êtes médiatisé depuis quelques années, vous avez reçu beaucoup de prix, notamment le prix Sakharov ou le prix des droits de l'homme des Nations Unies, donc on vous connaît. Mais à quand pourrait-on faire remonter le combat humanitaire qui est le vôtre? Est-ce qu'on pourrait le mettre en 96 par exemple lors du massacre de l'Emera? Expliquez-nous le début de cette envie de combattre. En fait, pas vraiment en 96, puisqu'à ce moment-là, je croyais que c'était des faits passagers et qu'il y aurait une solution rapide. Mais je crois que j'ai commencé effectivement mon combat vers les années 2007, quand j'ai soigné pour la première fois l'enfant victime de violences sexuelles alors qu'elle était née dans notre maternité. Sa mère était violée aussi, donc c'était un enfant issu du viol. Et là, je commençais quand même à me poser des questions. Combien de générations je vais soigner avant de me rendre compte que la solution n'était pas au bloc opératoire et qu'il fallait tout simplement parler aux grands de ce monde pour leur dire que ce qui se passe dans le Kivu n'est pas normal. Alors, votre premier discours date de 2006 à l'ONU, c'est cela. Vous regrettez qu'un siège soit vide devant vous, c'est celui de l'ambassadeur du Congo, justement. À quoi a servi ce premier passage à l'ONU? Est-ce que vous avez été entendu à cette époque-là? Bon, à cette époque-là, je suis invité, c'était Kofi Annan qui était le secrétaire général des Nations Unies. J'ai fait un discours, effectivement, je suis frappé par un siège vide. Et le siège vide, c'était une interpellation. Je ne réalisais pas, je savais que pour le gouvernement congolais, c'était une occasion de faire entendre sa voix. Et malheureusement, le siège était vide. Et je crois que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose d'anormal qui s'est passé dans le conflit qui s'est passé au Kivu. Alors ensuite, vous avez été menacé, vous avez échappé de peu à la mort juste devant chez vous. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui protégé? Est-ce que vous dérangez encore aujourd'hui? Où en sont les violences faites aux femmes aujourd'hui, en 2017, au Kivu?
En 2017, les violences faites aux femmes, je dois dire qu'il y a 2 ans, on sentait qu'il y avait une amélioration et on voyait très bien que lorsque le foyer des conflits diminuait, automatiquement à l'hôpital, on avait une diminution du nombre des victimes de violences sexuelles. Mais depuis quelques mois, depuis le début de cette année, avec le refus de pouvoir en place et d'organiser les élections, et surtout d'organiser un chaos, puisque les groupes armés poussent comme des champignons et c'est très étonnant. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a les conflits armés, ce qui paye, c'est les femmes et les enfants. Et donc, il y a une recrudescence de violences sexuelles. Justement, est-ce que le viol est devenu une forme d'arme dans ces combats-là? À quand date en fait ce début de violence? Comme gynécologue obstétricien, j'ai exercé dans la région depuis 1983 et donc je connais très très bien la région. Je connais les pathologies, mais cette pathologie des viols avec extrême violence, je l'avais vue pour la première fois en 1999. Donc c'est à ce moment-là, pour la première fois, que je constate qu'on peut violer, ce qui est déjà très grave, mais violer avec une telle brutalité, atrocité sur l'appareil génital de la femme. J'avais vu ça pour la première fois en 1999. Et là, c'est vrai, quand on voit des choses comme ça, pour la première fois, on a l'impression que ce sont des faits d'un trouble mental qui se comporte de façon tout à fait anormale sur la femme et sur le corps de la femme. Malheureusement, j'avais fait un très très mauvais diagnostic, puisqu'aujourd'hui, on est maintenant au-delà de 50 000 femmes soignées pour violences sexuelles à l'hôpital de Panzi. Et là, j'avais aussi compris une chose, c'est qu'en recoupant les informations, d'abord, nous avions fait une étude qui nous a permis de savoir d'où venaient les femmes. Et nous avions constaté que les femmes qu'on soignait à Panzi venaient des zones minières. Et c'est dans ces zones minières où il y avait les conflits armés. Et donc ça, c'était un premier fait qu'on a pu constater par rapport à ces viols utilisés comme une arme de guerre. La deuxième chose, c'est que les femmes qui fouillaient donc ces zones de conflit, suite à ce qu'elles ont subi, soit de façon répétitive ou tout simplement avec des tortures extrêmes. Donc elles n'avaient pas le choix que de quitter le milieu pour aller chercher un milieu sécurisé. Et donc c'est une arme qui fonctionne parfaitement bien, puisque c'est une arme qui touche non seulement à l'aspect physique de la personne, mais aussi à l'aspect mental. Et donc ça traumatise profondément. Et avec ça, il y a des conséquences, bien sûr, socio-économiques qui sont importantes et qui obligent souvent les victimes de quitter leur milieu. C'est une façon de toucher ce qui fait la structuration même de la société au Congo, parce que la femme a un rôle très important. On va toucher dans l'organisation des familles, des villages, des populations entières, en fait. Absolument. Je crois que lorsque le viol est utilisé comme une arme de guerre, c'est tout à fait une stratégie. C'est une stratégie qui s'applique avec méthode. On a vu que les groupes armés, en fait, commettaient les viols avec... les mêmes groupes commettaient les viols avec la même stratégie, donc des viols publics ou des viols avec introduction des objets contondants au niveau de l'appareil génital, etc. Et donc les viols des hommes aussi, il y a des groupes armés qui ne commettaient le viol que sur les hommes. Donc je pense que le fait de le faire comme ça, de façon méthodique, ça montre très bien que c'est prémédité, c'est planifié. Il y a un autre fait, c'est que c'est massif. Lorsque un village, on peut violer 200, 300 femmes dans un village, dans une nuit, on ne le fait pas sans avoir fait une planification d'avance.
ça aussi, ça montre très bien que ce n'est pas un geste qui arrive par hasard. C'est une systématisation. C'est une systématisation. Non seulement les victimes sont touchées, mais également leur entourage, puisque lorsque les femmes sont violées en public, leurs maris sont obligés de regarder ces drames, leurs enfants, et donc ils sont traumatisés. Avec ces traumatismes qui touchent l'ensemble de la communauté, il y a absolument une perte identitaire, d'abord individuelle. Vous imaginez une mère qui a toujours été respectée par les enfants et qui va se trouver dans cette situation devant la famille. Elle sent qu'elle n'est plus mère. Et le père qui a toujours protégé, qui a toujours considéré qu'il était le protecteur, mais cette fois-là, c'est d'autres hommes qui arrivent chez lui et qui le forcent même à avoir des rapports sexuels avec ses enfants. Cet homme, souvent, il sent qu'il perd son rôle de père de famille. Et donc, il y a les enfants issus du viol qui viennent s'ajouter à cette perte d'identité. Ça entraîne tout simplement la destruction du tissu social où il n'y a plus, les rôles traditionnels ne sont plus joués. La conséquence, effectivement, c'est l'absence de cohésion, c'est l'incapacité de s'organiser. Et vous comprendrez bien qu'à ce moment-là, l'envahisseur il fait tout ce qu'il veut. Comment humainement résister à tout cela? Comment avez-vous gardé le courage? En 2012, vous réchappez à un attentat, vous et votre famille, chez vous, à votre domicile. Vous décidez à un moment de vous exiler ailleurs, en Europe. Ce sont les femmes du Kivu qui vous rappellent finalement, qui se cotisent pour vous offrir un billet d'avion pour le retour. Et là, vous vous dites... Je dois continuer. C'est ces femmes-là qui vont nous donner la force de continuer, aujourd'hui encore? Absolument. Je crois que la force de ces femmes, leur résilience, non seulement ça vous interpelle, mais c'est vraiment du fuel qui vous pousse à continuer. Et vous n'avez presque pas de choix, malgré les menaces et malgré tout ce qui se passe dans la région. Mais quand on voit ces femmes qui continuent à se battre, et malgré le fait d'essayer de les traumatiser au maximum, ces violences avec extrême brutalité, mais malgré ça, ce sont des femmes qui se mettent debout, qui se battent non pas seulement pour leur intérêt, mais se battent aussi pour l'intérêt de la communauté. En parlant de femmes, de ces femmes, et plus près de chez nous en Europe, en Belgique, que pensez-vous de nos combats ici pour libérer le corps de la femme, en quelque sorte, les questions de la pilule contraceptive, de l'avortement, du planning familial, des questions qui sont très sensibles au Congo. Je pense que vous allez en parler aussi aujourd'hui lors de cette conférence. Que pensez-vous de ces combats de par le monde pour défendre le corps de la femme, finalement? Je suis... donc de ceux-là qui pensent que le corps de la femme, d'abord, appartient à la femme. Et elle est la première à pouvoir décider sur son corps, à décider ce qu'elle peut faire de son corps. Et que je crois que c'est un combat qui est un combat juste. Puisque je crois qu'aujourd'hui, en Belgique, vous avez fait des progrès, mais il y a des pays où la femme appartient tout simplement à un individu, ou à une famille, ou à une communauté. Et ça, je crois que c'est tout simplement inacceptable. Je crois que c'est un combat juste, et je vois que les femmes congolaises sont sur le bon chemin de réclamer que finalement elles puissent s'appartenir. Alors, il faut aider les femmes, il faut aussi aider les hommes du Kivu notamment. Vous désirez aussi changer les mentalités. Vous êtes partie d'un groupe qui s'appelle les V-Men. Et donc, vous désirez aussi dire aux hommes au Congo, mais peut-être partout dans le monde aussi finalement, qu'il faut respecter la femme. Ça participe de cela aussi. Il va falloir agir aussi du côté des hommes. Absolument. Je crois que les 50 dernières années, les femmes se sont battues contre notre société machiste, et elles ont obtenu beaucoup de lois qui les protègent, qui leur donnent en fait finalement le droit d'exister comme des femmes et pas des femmes qui appartiennent à quelqu'un. Et effectivement, dans ces combats, je crois que pour aller plus loin, on ne peut pas aller plus loin si les hommes ne s'engagent pas. Et je crois qu'au Kivu, aujourd'hui, nous avons cette organisation, d'autres organisations, des hommes
qui veulent effectivement s'engager pour accompagner, soutenir cette lutte, puisque je crois que la victoire des femmes, ça sera la victoire de notre société, donc les hommes et les femmes inclus. Alors ce groupe d'hommes, Women, justement, a été couronné de succès. Racontez-nous, vous avez mis en place un tribunal, en quelque sorte, pour juger les violeurs dans une partie du Kivu, avec l'aide de toute la communauté? Absolument. Je crois que la grande victoire que nous avions eue avec les Women d'ailleurs, nous attendons un grand jugement, puisque dans le territoire des Kavumu, où nous sommes venus poser la question aux hommes de cet endroit, quand on viole les enfants de moins de 5 ans, que font les hommes? Où sont les hommes lorsque ces viols se commettent? Et je crois qu'à partir de cette interrogation, les hommes sont venus questionner les autres hommes et mettre les hommes devant leurs responsabilités, ça a évolué. Et en fait, ceux qui commettaient ces viols, surtout commandité par un député provincial qui a été arrêté, et les membres de sa milice aussi ont été arrêtés. Et aujourd'hui, depuis qu'ils ont été arrêtés, ces viols d'enfants, c'est aussi estompé. Et je crois que ça, c'est vraiment une victoire des hommes qui mènent un combat contre une déviation de la société, parce que violer les enfants de moins de 5 ans, franchement, ce n'est pas un désir ou une pulsion sexuelle, c'est juste cette intention-là de détruire une communauté. Et aujourd'hui, cet homme est arrêté, nous attendons qu'il puisse être jugé. Et ça, c'est une victoire. Et je pense qu'il faut multiplier les organisations des hommes qui, en fait, s'associent aux organisations féminines pour lutter contre toutes les déviations qu'on peut voir et l'asservissement que les femmes subissent dans notre société. Parce que depuis des décennies, ce qui vous offusquait, en tout cas, c'était l'impunité, tous ces massacres, tous ces crimes. Le massacre à l'hôpital de l'Emera, par exemple, est resté impuni. C'était ça aussi qu'il fallait changer. Absolument. Je crois que lorsque vous laissez un acte impuni, c'est comme si, en fait, vous l'autorisez de façon tacite. Et donc, on massacre les malades à l'hôpital de l'Emera. J'ai vu... en 96. Oui, effectivement, en 96. J'ai vu l'envoyé spécial des Nations Unies et je lui ai dit que c'était dramatique, que les malades, vous faites une césarienne, 2 jours après, on vous apprend que votre patiente a été massacrée dans son lit. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça fait mal de constater des choses comme ça. Et malheureusement, en fait, on connaît très bien ceux qui ont conduit ces bandes armées sur l'hôpital de l'Emera, et peut-être certains aujourd'hui sont même au pouvoir, et ils ne sont pas inquiétés. Donc pour eux, violer, détruire, tuer, ça passe dans les faits normaux. Je crois que cette normalisation de la violence, cette impunité, en fait, c'est un élément pour détruire la société complètement. Vous êtes pasteur protestant, c'est ça? Comme l'était votre père, quelle est la place de la religion aujourd'hui dans votre combat et dans la région du Kivu? Qu'est-ce que vous donnez comme message? Je pense que pour moi, le grand message que je tire de ma pratique religieuse, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Je pense que ça nous manque aujourd'hui. On a parfois l'impression que les gens y croient que et ils ont besoin, et ils peuvent tout avoir, ils peuvent tout posséder pour eux-mêmes, mais pas pour les autres. Mais je crois que lorsque vous voyez dans l'autre l'image de vous-même, à ce moment-là, vous faites un peu attention par rapport à ce que vous faites. Et ça, moi, je crois que c'est ce que j'essaie de faire passer, l'amour du prochain, aime l'autre comme toi-même. Quand l'autre a la douleur, pose-toi la question, si moi j'avais la même douleur, qu'est-ce que je ferais? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Je crois qu'on n'est pas... Moi, j'ai une conviction que je ne suis pas né pour moi-même. Ça serait tout à fait incompréhensible. Si je vis, c'est puisque
je peux être utile pour les autres. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi que je tire de ma conviction, de ma conviction religieuse. Je crois que c'est le plus beau verset que j'aime. Aime ton prochain comme toi-même. Et je crois que ça résume tout. Ça résume même l'humanité. Alors il faut aider les femmes, les réparer, il faut changer les mentalités, mais il faut aussi trouver une solution à ces guerres finalement qui sont économiques. C'est des guerres pour les ressources naturelles et le sous-sol du Congo qui sont richissimes. Un des pays les plus pauvres au monde, mais potentiellement un des plus riches. Est-ce qu'on s'attend à une nouvelle guerre encore pour... c'est quoi le coltan aujourd'hui qui est fort recherché? Comment arrêter, endiguer toutes ces guerres-là économiques? Mais je pense que là, c'est la responsabilité de nous tous, puisque le coltan qui est utilisé dans nos laptops et nos téléphones mobiles, ce coltan, on peut l'avoir de manière propre. Mais c'est tout simplement la cupidité, le vouloir, donc cette volonté de gagner le maximum pour soi-même, qui fait qu'il y a des gens qui sont cupides et qui pensent qu'ils peuvent avoir ces minéraux à vil prix et donc au détriment de la vie humaine. Et je pense que la deuxième guerre que nous craignons beaucoup, ça sera la guerre du cobalt. Vous savez, nous avons des réserves du coltan qui peuvent aller jusqu'à 70% des réserves mondiales. Mais pour le cobalt, c'est 80% des réserves mondiales. Et ça, le cobalt, aujourd'hui, permet donc de fabriquer des batteries à lithium. Ces batteries qui ont une longévité qui permet aujourd'hui, avec des voitures Tesla, vous pouvez faire jusqu'à 500 km sans recharger votre véhicule. Vous imaginez lorsque des usines comme Volvo sont en train de changer leur production, ils veulent faire de voitures électriques et que le Congo va se trouver encore au centre du produit en fait essentiel pour faire ces batteries. J'espère que la population congolaise ne va pas encore une fois souffrir du fait d'avoir du cobalt. Et donc, vraiment, je conjure cette malédiction qui arrive pour les richesses qui devraient être plutôt une bénédiction pour le Congo. C'est un malheur pour le Congo, ces richesses naturelles plutôt. Mais il faut absolument conjurer cette malédiction, puisque je crois qu'il y a de moyens, il y a de possibilités de pouvoir établir des règles qui permettent à ceux qui ont besoin de ces minéraux puissent l'avoir à des prix corrects et que la population locale puisse vivre en paix et que la population locale puisse bénéficier également de cette manne qui est là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, on n'a pas les capacités. Alors, on vient de l'apprendre, hein, c'est tout récent, il n'y aura pas d'élection. D'aucuns réclamaient des élections fin de l'année, il n'y aura pas d'élection avant 2019, vient-on d'annoncer. Quel est votre sentiment après cette annonce-là? Qu'envisagez-vous pour l'avenir de votre pays? Quel est votre engagement? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je pense que c'est quand même triste. Nous sommes le seul peut-être pays au monde où un président de la République peut décider que je ne respecte pas la Constitution, je ne respecte pas la loi fondamentale et je fais de mon pays ce que je veux, je gère mon pays de façon patrimoniale et qui est, moi je décide seul ce que je fais de mon pays. C'est quand même triste et malheureusement, parfois quand vous voyez que quelqu'un qui prend des décisions comme ça, il y a des pays qui continuent à dérouler les tapis rouges pour cette personne. Vous dites que le monde est tout à fait en train d'aller à l'envers, puisque je crois que la moindre des choses, c'est respecter la constitution de son pays. Ça veut dire respecter le contrat qu'on a signé avec le peuple qu'on dirige. Mais là, effectivement, c'est incompréhensible qu'on ait 10 ans pour préparer
les élections et qu'au bout des 10 ans, qu'on dise j'ai encore besoin de 3 ans, au bout de 3 ans, on va dire bon ben j'ai besoin peut-être encore des 10 ans. C'est inacceptable, tout simplement. Vous croyez encore au dialogue ou vous désirez vraiment une phase de transition à laquelle vous participeriez? Si on vous le demandait, vous avez envie d'être ce levier de la paix? Moi, je ne crois pas du tout au dialogue. Notre expérience en République démocratique du Congo de dialogue, c'est que dès qu'on a ouvert cette porte des dialogues, on voit là où ça nous mène, c'est-à-dire on continue à discuter, on passe le temps à discuter et on ne voit pas la souffrance du peuple. Aujourd'hui, moi je crois qu'il est urgent de pouvoir passer, si en 10 ans on n'a pas été capable d'organiser les élections, on ne saura pas les faire en 3 ans et je pense qu'il faut passer la main, et passer la main c'est faire une transition sans le président Kabila pour permettre à une équipe neutre de pouvoir préparer le terrain pour que les partis politiques puissent finalement conquérir le pouvoir sans qu'il y ait de heurts et que nous puissions sortir de cette situation. Donc, une phase de transition, dramatique. une équipe dont vous feriez partie et puis qui se retirerait pour laisser la place alors à des partis politiques mieux structurés. Absolument. Je pense qu'on ne peut pas faire la transition. Là, on serait jugé parti. Et je crois que c'est une chance qu'il faut donner à ces pays qui a tant souffert. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans une crise qui ne finit pas. Et je pense qu'une transition, son rôle serait de permettre à ce que, en fait, on puisse mettre les bases pour faire des élections transparentes, crédibles, apaisées, et que les partis politiques puissent concourir à égalité des chances. Et je crois que ça, c'est possible, et si on a le soutien qu'il faut, d'abord le soutien du peuple, puisque c'est lui le souverain primaire. Si le souverain primaire le décide, si les hommes politiques viennent à se mettre d'accord sur ces processus, absolument, on aura aujourd'hui dans la globalisation, on aura besoin que aussi les Nations Unies, par exemple, le Conseil de sécurité puissent voter une résolution par rapport à ça. Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'après le 31 décembre de cette année, il n'y a plus de cadre juridique pour diriger le Congo. Ceux qui sont au pouvoir actuellement et en janvier ne le seront plus légalement. Absolument. Ils ont une petite légitimité qui est due à l'accord de Saint-Sylvestre, donc qui leur a donné une légitimité jusqu'au 31 décembre de cette année. Mais après, le 1er janvier, ils sont non seulement illégaux, mais illégitimes. Et donc là, c'est tout à fait important de pouvoir tracer notre cadre juridique qui permet à ce que le Congo puisse continuer à être gouverné. Pour terminer cet entretien, un dernier mot, professeur Mukwege, c'est vous parlez souvent de la base. Vous croyez encore à l'énergie, au dynamisme et à la foi du peuple congolais? J'y crois fermement. Je pense qu'il n'y a que le peuple congolais qui peut changer son destin. Il n'y a que le peuple congolais qui peut finalement décider réellement de ce qu'il veut devenir dans les jours à venir. Il n'y a que le peuple congolais qui peut décider quel héritage il veut laisser aux générations futures. Merci beaucoup, professeur Mukwege. À bientôt. Merci.